Bonsoir à tous, bienvenue dans les Chroniques des Antigones. Anne Truby, présidente du mouvement, et nous allons parler ensemble aujourd'hui burqa, mini-jupe, monokini et burkini. Alors il y a quelques années, le burkini faisait son apparition sur les plages françaises. En réaction, certains ont brandi la pratique du sein nu comme étant une particularité européenne à défendre d'urgence. Selon la même logique, c'est la défense de la mini-jupe qui sert de rhétorique unique à l'opposition à la burqa. Alors, il serait grand temps, à notre avis, de sortir de cette caricature de débat pour s'arrêter un instant sur cette fameuse question de la pudeur. Se promener seins nus sur les plages, c'est avant tout une mode héritée des années 60 et la soi-disant libération sexuelle féministe, une mode purement réactionnaire au sens premier du mot. La mini-jupe, en fait, comme le sein nu, ne peuvent pas vraiment être considérées comme des conquêtes politiques à proprement parler. Il s'agit seulement de modes vestimentaires. Et puis il s'agit de modes vestimentaires qui ont vocation à être aussi circonstancielles que l'étaient en leur temps les coiffures extraordinaires des contemporaines de Marie-Antoinette. Elles sont simplement un signe du temps, et donc elles nécessitent pour être comprises d'être recontextualisées comme étant le signe de la libération des femmes qui était dans les années 60 et 70 exigée par le féminisme. Donc ceci étant dit, le recul du monokini, le retour à des modes plus pudiques, ne peut en aucun cas être considéré comme un retour en arrière au sens où l'entendent certains progressistes, ou une conséquence de l'islam comme d'autres le prétendent. Il s'agit simplement du recul naturel d'une mode purement circonstancielle et réactionnaire. Les femmes contemporaines ne sont tout simplement plus dans la même logique de libération des carcans bourgeois que pouvaient l'être celles de la génération de Neuve. Les problématiques contemporaines des femmes aujourd'hui, elles sont bien éloignées de celles des bourgeoises privilégiées qui composaient la deuxième vague féministe. Les préoccupations des femmes françaises au XXIe siècle, c'est de se voir offrir des alternatives respectueuses de leur corps à la castration chimique que leur vendent les médecins en guise de contraception. C'est d'élever leurs enfants sans que l'État se mêle de leur choix. C'est de ménager du temps pour leur famille, malgré leurs emplois précaires aux horaires décousus, et l'obligation d'être à 2 salaires pour maintenir son foyer. C'est d'obtenir une retraite digne, malgré les congés parentaux qu'elles ont osé prendre, ou encore rentrer le soir sans risquer de se faire violer, même dans un train bondé, qu'elles se promènent seins nus en col roulé d'ailleurs. Et le burkini, lui aussi, c'est seulement le signe visible d'un phénomène qui le dépasse largement, qui est la présence croissante en France de musulmans, parmi lesquels de nombreux partisans d'une version radicale de l'islam. Et puis en tant que tel, d'ailleurs, le burkini, ou le voile, enfin tout cet attirail vestimentaire, et sont à l'origine d'une dynamique finalement beaucoup plus inquiétante, qui est celle de l'emballement sécuritaire et liberticide dont ils sont devenus un symbole. Le nombre croissant de burqas, de voiles ou encore l'apparition des burkinis sur les plages ont très logiquement scandalisé la population. Le problème étant que cette même population a dans le même mouvement salué massivement l'idée de légiférer pour interdire ces modes. Ici comme ailleurs, la logique du temps est toujours la même. Les citoyens bradent leur liberté sur l'autel illusoire de la sécurité en acceptant que l'État les surveille, les filme, analyse leur comportement, en espérant qu'en sacrifiant la liberté de tous, certains soient empêchés de nuire. Sauf que c'est une erreur fatale dont on voit aujourd'hui les conséquences. Depuis l'état d'urgence terroriste de 2015, l'insécurité ne fait que progresser, les burqas continuent de se multiplier, et c'est l'ensemble des citoyens qui est devenu suspect au titre de ses croyances politiques et religieuses. Échec de la manip. Alors, quelle position adopter dans ce débat burkini-monokini ? C'est ce que nous avons toujours défendu avec Antigone, c'est d'un côté la liberté des femmes de faire leurs propres choix, notamment vestimentaires, et de l'autre la nécessité qu'elles soient en sécurité dans les rues, sur les plages, chez elles, quelle que soit leur tenue ou leur comportement. La tenue, même affriolante, même scandaleuse d'une femme, ne peut en aucun cas justifier la moindre agression ou même la moindre injure. Il n'y a tout simplement aucune excuse pour le viol ou l'agression d'une femme, et qui que ce soit d'ailleurs. La mission du politique, c'est de permettre la vie en société. Donc, quelle vie en société est possible quand toute une partie de la population ne se sent pas en sécurité dans la rue, quand l'État n'assure pas la sécurité minimale des citoyens et que des crimes graves demeurent impunis ou ne valent à leurs auteurs que des peines dérisoires? Il faudrait sans doute commencer par là. Certainement même. Alors c'est tentant d'aller défendre le droit à la mini-jupe, au monokini face aux puritains défenseurs de la burqa pour toutes ou autre prison vestimentaire. Sauf que c'est seulement une réaction de colère un peu puérile et qui porte pas de message politique réel. D'ailleurs, du point de vue politique, c'est carrément une grave erreur que de prendre par réaction ou contrepoint l'adversaire à tout prix. Sur la question de la pudeur, il s'agit de ne pas tomber dans le ridicule de faire de l'exhibition du corps féminin un étendard civilisationnel. Le corps, masculin comme féminin, n'est pas seulement une donnée matérielle, il fait partie intégrante de la personne humaine. Il ne peut donc pas être traité ni comme un simple objet de consommation, notamment sexuel, ni comme une vitrine personnelle pour son propre narcissisme. Le corps, c'est le support privilégié de l'intime. Et à ce titre, le corps participe des subtils mécanismes du désir. C'est naïf de penser que la pudeur est passée de mode ou que toutes les tenues ont le même impact sur le sexe opposé. Traditionnellement en Occident, les hommes étaient d'ailleurs tout autant que les femmes invités à adapter leur tenue en présence du sexe opposé. C'est bon de le rappeler.
il est important de comprendre que la crispation du débat autour de cette question vestimentaire est le fait de groupes minoritaires et idéologues. Les islamistes nous en proposent une version clairement dégradante pour les femmes, qui du coup décrédibilise mécaniquement toute tentative de défense de la pudeur. Pendant ce temps-là, les féministes crient au patriarcat, à la guerre des sexes, à la moindre velléité de donner un avis sur les vêtements des femmes. Le débat sur la pudeur est pourtant légitime et justifié. Simplement, il relève d'une dynamique de discussion libre de la société civile et pas d'une logique de crime et délit. C'est une question de savoir-vivre avant tout. Le problème, c'est que le savoir-vivre, c'est le propre d'une culture. Son utilité pour régler en dehors des lois toute cette dimension des relations humaines qui échappe aux lois n'est possible que dans une société qui partage une culture commune. Or, c'est peu de dire que c'est plus vraiment le cas de la France contemporaine, qui est au contraire morcelée en communautés, en classes sociales, en niveaux, en types d'études, de richesses différents, de plus en plus irréconciliables. Alors oui, nous on considère avec Antigone que la question de la pudeur, elle mériterait d'être explorée. Mais dans ce cas, nous demandons qu'elle soit explorée dans toute sa profondeur. De même que la féminité et la masculinité sont des notions qui ne peuvent pas être résumées à des listes de qualités ou de défauts, la pudeur a ça d'impénétrable, d'indicible, qu'elle ne peut pas se résumer à une simple problématique vestimentaire. Même si cette problématique vestimentaire en fait clairement partie. Elle est une qualité de l'âme avant même d'être un attribut du corps qu'elle ne fait qu'entraîner dans son sillon. Elle est effectivement une question bien plus centrale qu'on ne pense, non pas pour des raisons religieuses ou morales, qui, aussi valides puissent-elles être, ne suffisent pas à nourrir un débat politique, mais parce qu'elle relève du rapport au corps, à son propre corps et au corps de l'autre. Et à ce titre, elle concerne d'ailleurs la société dans son entier, et exige autant d'un sexe que de l'autre, c'est bon de le rappeler. À ce titre aussi, elle commence par une discipline personnelle dans son rapport à soi-même et dans son rapport aux autres. C'est facile de se peser en moraliste, c'est beaucoup moins facile de faire de son propre comportement un exemple d'exigence envers soi-même et de bienveillance envers les autres. Alors assez des grands discours, commençons par faire de notre propre vie des témoignages des exemples de valeurs que nous voulons porter, qu'il s'agisse de pudeur ou d'autres valeurs d'ailleurs. Nous irons bien plus loin dans le combat politique pour défendre la complémentarité des sexes en la vivant pleinement qu'en glosant sur Internet pour savoir comment trancher entre monokini ou burkini ou disserter sur le sexe des anges et la longueur des jupes des filles.